Bon, sans attendre, nous allons passer à la table ronde numéro 2, donc sur la recherche scientifique, et ça va être animé par Mohamed Amara du CNRS. Et je lui recommande d'essayer de tenir l'horaire, parce qu'on a pris un peu de retard, et je ne voudrais pas vous priver de déjeuner. Mohamed, c'est à toi. Et donc, si les intervenants peuvent venir je demande aux intervenants de monter à l'estrade. Je vais commencer. Hein. Bonjour tout le monde. Sinon, je vais là-bas. Donc, bonjour tout le monde. Enfin, j'ai vraiment le plaisir et même l'honneur, je pense, de présenter cette table. C'est pas une table ronde, plutôt horizontale. Hein. La recherche, on sait bien que c'est horizontal, donc c'est très bien dans ce sens-là. Et ça a été rappelé tout à l'heure par Denis Goettleben que quasiment après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la première équipe. Il y aura peut-être d'autres personnes qui travaillent sur la recherche. Mais du point de vue structure, la première équipe était celle de Félix Trombe autour de l'énergie thermique, sur la thermodynamique. Et on voit maintenant, quasiment 70 ans après, quand on regarde cette table avec les chercheurs qui sont là, on a quasiment la totalité des disciplines autour de l'énergie solaire, directe ou pas directe, ça a été dit, rappelé. Donc on a bien le thermique, le photovoltaïque, la biomasse, etc. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette table-là. Donc je vais présenter d'abord les personnes. Donc on a d'abord Stéphane Collin qui est juste à ma gauche, qui est directeur de recherche au CNRS, au C2N. Donc Stéphane travaille sur les cellules solaires minces. Je rappelle que son rêve, c'est de faire des cellules qui dépassent ce qu'on appelle la limite de Shockley à 30%, mais avec un moindre coût. Mais aujourd'hui, il ne va pas nous parler de ça, malheureusement, mais il va parler d'autre chose qui me paraît important. C'est qu'il était initiateur avec Jean-François Guillemol, qui est quelque part dans la salle, hein, du guide PV, qui est une très bonne initiative hein, pour transmettre le savoir au public. Donc, il va en dire quelques mots. On a aussi Emmanuel Delaporte, qui est professeur à l'ENS de Cachan, une des spécialistes mondiaux des perovskites, je peux le dire, et qui est directrice de recherche, mais directrice aussi de GDR et IMIPERO autour des perovskites. On a aussi Valérie Keller, qui est aussi directrice de recherche, qui va nous parler de tout ce qui est carburant solaire, donc quelque chose qui manque peut-être depuis le départ dans ces débats-là, mais qui va être très, très bien explicité. Et on a Jean-Paul Cléder, qui est directeur de recherche CNRS aussi, et qui est surtout président de la Fédération photovoltaïque. Et enfin, on a deux autres personnes. On a Delphina qui est Munoz, qui est de l'INES, et Cyril Caillot, qui va nous représenter la Fédération Fédésol. Donc d'abord, Stéphane, tu vas commencer à parler. On va suivre l'ordre et on parlera après des questions. Merci Mohamed. Donc effectivement, je ne vais pas vous parler de mes travaux de recherche. Je vais vous parler de ce guide. Je vais vous parler de sa genèse et de ce qu'il contient et de pourquoi nous l'avons fait en quelques minutes. Ça a été dit longuement ce matin, l'énergie solaire photovoltaïque a progressé au cours des dernières années à une vitesse fulgurante et que personne n'avait prédite. Et le rôle que peut jouer le solaire photovoltaïque dans la transition énergétique en est bouleversé. Et la genèse de ce guide, c'est de constater que malheureusement, ces changements très récents et très rapides ne sont pas forcément bien pris en compte dans les débats, qui sont souvent biaisés par des arguments approximatifs ou erronés, parfois erronés simplement parce qu'ils s'appuient sur des données qui ne sont pas à jour. Donc, il y a beaucoup de questions légitimes que chaque citoyen et que nous-mêmes nous posons sur le solaire photovoltaïque. Par exemple, quel est le coût du photovoltaïque? Où la fabrication des panneaux se fait-elle?
Est-ce qu'elle est polluante? Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie pour produire un panneau? Est-ce qu'on récupère cette énergie et au bout de combien de temps? 1 an à peu près, hein, c'est très rapide. Je ne vais pas répondre à toutes les questions. Des questions sur la dépendance de la fabrication des panneaux aux matériaux rares ou critiques, sur le recyclage des panneaux, etc. Donc des questions qui touchent à la fois aux installations aujourd'hui, aux questions environnementales et sociétales, et à la place possible du solaire photovoltaïque dans le futur mix énergétique français. Donc eh bien, on a créé un collectif de chercheuses et de chercheurs du CNRS et de la Fédération de recherche du photovoltaïque, et on a formé un atelier pour répondre à ces questions, avec l'ambition de publier un document, qui est donc ce document qui répond à l'ensemble des questions. Un document qu'on voulait librement accessible. Et donc on a publié la première version en mars 2022. On a eu de très très bons retours, et donc du coup on a continué de travailler dessus, et on a publié récemment la deuxième version dont vous voyez la couverture à gauche, qui est fortement enrichie. On a 50% de contenu en plus dans cette nouvelle version, 42 fiches. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous voyez quelques pages. Le but, c'est pas de regarder le contenu, mais comment il est fait et ce que vous pourrez y trouver. Donc on a rajouté des illustrations didactiques pour comprendre comment est fait un panneau solaire et comment il peut s'utiliser ici sur la fabrication d'un module photovoltaïque. Et puis chaque fiche, c'est une question, une réponse très simple, 2 phrases, une réponse plus approfondie pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus dans le fond du sujet, et puis, très important, des sources. On a vraiment voulu utiliser notre savoir-faire de chercheur pour travailler sur la bibliographie, les articles, les rapports, et aller à la source, et à la source récente, pour répondre aux questions. Donc, vous voyez ici des exemples de réponses. Dans cette nouvelle édition, on a des nouvelles thématiques qui ont été abordées. Évidemment, des thématiques qui viennent aussi des retours qu'on a eus et des questions qu'on se pose. Donc, sur l'industrie, par exemple, du photovoltaïque, sur la question, je viens d'en parler, des matériaux rares ou critiques. Et puis, les nouveaux modes d'installation, l'agrivoltaïsme, le PV flottant, voilà, les technologies aussi du photovoltaïque et l'intégration au réseau. Donc voilà ce qu'on peut y trouver. Ce guide, il est librement accessible. Vous pouvez le télécharger avec ce QR code ou sur ce site. Je voudrais encore dire quelques mots sur la manière dont on a travaillé. On a mis en place une méthode de travail un peu inédite pour nous, avec un collectif de chercheurs très ouvert, avec certains chercheurs qui ont beaucoup contribué à ce travail. Par exemple, pour la deuxième édition, Thomas Vezin ou Amaury Delamarre, et puis tous les noms que vous voyez ici, et puis d'autres qui venaient plus ponctuellement, mais leur regard et leur relecture ont été importants pour élaborer un document clair et objectif. Voilà, donc on espère que ce guide va contribuer à avoir un débat sain sur la transition énergétique et la place du photovoltaïque. Je voudrais dire une dernière chose, c'est que c'est un échange à double sens. Notre travail de recherche s'enrichit aussi des questions posées par la société. Par exemple, les questions posées sur le recyclage ou sur l'approvisionnement en ressources potentiellement critiques commencent à influencer nos sujets de recherche, et donc c'est un travail. Il y a aussi un échange à double sens autour de ce travail. C'est bon, je continue. Très bien, bonjour. Voilà, donc moi je vais vous parler d'un groupement de recherche qui est un groupement de recherche du CNRS, donc supporté par le CNRS, qui a commencé en 2017 et qui est autour d'un matériau que je vais vous présenter dans 2 minutes, qui sont les perovskites halogénés. Voilà, donc au sein du CNRS, déjà, vous pouvez voir qu'il y a des chercheurs dans ce groupement qui relèvent de plusieurs instituts du CNRS, INP, physique, INC, chimie, et puis INSIS, ingénierie système.
Donc là, vous pouvez voir d'ores et déjà la multidisciplinarité de ces sujets. Et puis, je vais vous dire aussi, je vais vous montrer juste ensuite qu'il faut avoir plusieurs disciplines, mais il faut aussi faire se parler ces disciplines et les croiser. Alors, donc ce groupement de recherche, on peut le caractériser par la taille, son extension géographique. Donc, vous voyez qu'il regroupe 175 chercheurs français, français et étrangers, 175 chercheurs qui sont dans 42 laboratoires français. Et nous avons également des partenaires dans les pays limitrophes. Voilà. Donc, vous voyez que cette répartition géographique est vraiment sur toutes les régions de France. Alors, ces pérovskites halogénés, eh bien, voilà la pérovskite qui a déclenché le travail sur cette classe de matériaux. Donc, vous pouvez voir qu'elle est hybride dans le sens qu'il y a une partie organique ici, et puis vous avez des octaèdres, vous reconnaissez cette forme d'octaèdre, qui, elle, s'appuie sur des atomes qui sont inorganiques. Bon, ici, le plomb et l'iode. Et puis, c'est cette petite molécule qui est entre les octaèdres qui fait cet arrangement périodique de ces octaèdres. Donc, en fait, une pérovskite halogénée, c'est un cristal. Et vous pouvez voir ici une photographie de ce cristal. Donc, c'est bien un solide, un cristal. Il est noir, comme le silicium. Et donc, il présente un potentiel pour absorber les rayons visibles du spectre solaire. Voilà. Alors, ce cristal-là, il a été découvert au XIXe siècle. Sa structure a été découverte par un minéralogiste, pérovskite. C'est pour ça que ça s'appelle une pérovskite. Et puis ensuite, il y a eu vraiment des études à bas bruit. Les premières synthèses, c'était plutôt dans les années 50-60. Des études physiques, on en a vu vers les années 80-90, mais vraiment à bas bruit. Et puis, vers 2012-2013, introduction dans des architectures de cellules solaires existantes de ce cristal. Et là, coup de tonnerre dans la communauté. Parce qu'on s'est aperçu que ça donnait des rendements qui au début n'étaient pas très élevés, mais qui rapidement, grâce à un effet de communauté qui a vraiment pris à bras-le-corps l'optimisation de la qualité du matériau, l'optimisation des cellules, la recherche des propriétés physiques et chimiques, on arrive maintenant, en 10 ans, à un rendement des cellules monojonction qui est du même ordre de grandeur que les cellules monojonction à base de silicium, que vous connaissez tous. Et puis maintenant, on sait faire aussi des multijonctions qui associent dans le même composant une cellule pérovskite et une cellule à base de silicium. Et on arrive aujourd'hui à un rendement de 33,9%, mais c'est en pleine accélération. Donc peut-être demain, il y aura un nouveau record là-dessus. Alors, un GDR, un groupement de recherche, ça sert en fait à structurer une communauté. Et donc là, en l'occurrence, je vous ai dit qu'il y avait une partie organique et une partie hybride. Et en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment croiser les connaissances de communautés qui, avant, ne se croisaient pas. Il y avait les gens qui développaient les modèles pour les semi-conducteurs organiques, des gens qui développaient les modèles pour les semi-conducteurs inorganiques. Mais là, il faut vraiment croiser les données parce qu'on a besoin de nouveaux modèles. On a besoin de compétences aussi très complémentaires, d'où la multidisciplinarité. Et il faut croiser aussi ces compétences, d'où l'interdisciplinarité. Donc on s'est structuré autour de plusieurs axes scientifiques. Donc évidemment, il y a les axes scientifiques liés au photovoltaïque. En découvrant les propriétés physiques et chimiques de ce matériau, on va aussi vers des développements émergents, vers l'émission de la lumière, la photocatalyse, etc. Et puis, il y a ici tous ces enjeux et challenges dont on a à faire face avec ce genre de matériau, qui est vraiment un matériau
très complexe. Complexe au niveau de la chimie, parce que vous voyez qu'en fait, dans le cristal, il y a quand même plusieurs composants, plusieurs atomes. Et en fait, la molécule que je vous ai montrée, on peut jouer en fait avec tous les composants. Donc on a pratiquement tout le tableau de Mendeleïev à notre disposition pour travailler sur cette molécule. Donc c'est complexe. Ensuite, les études structurales et défauts, ben là aussi, c'est un champ. Les défauts, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les composants et dont on connaît encore pratiquement rien dans ce genre de matériaux. Les propriétés physiques, là aussi, très complexes, parce que c'est un conducteur à la fois électronique et ionique. Les interactions entre les porteurs et les vibrations du réseau, tous les modèles sont à inventer. Et puis, bien sûr, dans un composant, il y a d'autres couches autour de ce matériau. Que se passe-t-il au niveau des interfaces? Donc, tout ça, c'est vraiment des challenges et qu'il faut résoudre, parce que ce matériau, il est spectaculaire dans sa réussite, mais il présente aussi des challenges. Bon, je vous ai parlé du plomb, par exemple, hein, donc c'est vrai, il faudrait adresser ce problème. Et puis, il y a encore un problème de stabilité sur lequel toute la communauté travaille abondamment en ce moment. Donc un GDR, ce sont des outils pour travailler ensemble, échanger des connaissances et des savoir-faire, structurer une communauté scientifique. Et donc les outils, ce sont par exemple les journées annuelles où la communauté se rassemble et discute de ces échanges et puis construit de nouveaux projets aussi pour trouver des financements, des écoles thématiques pour former cette communauté, des workshops thématiques plus ciblés, des ateliers pour échanger les savoir-faire, des mobilités entre laboratoires, là aussi pour échanger les recettes par exemple, et puis de la diffusion scientifique aussi vers notamment le grand public. Voilà, ça c'est un projet qu'on va mettre en place dans le GDR prochainement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, donc je suis Valérie Keller, je suis directrice de recherche au CNRS à Strasbourg et donc je travaille dans un institut qui s'appelle Institut de chimie et des procédés pour l'énergie, l'environnement et la santé. Et par ailleurs, je suis également donc directrice du GDR Solar Fuels. Et c'est donc à ce titre que je suis honorée d'être présente aujourd'hui donc pour cette journée anniversaire dans ce lieu, dans cet environnement assez parisien néanmoins. Donc, je vais essayer de vous présenter de manière assez synthétique les tenants et les aboutissants et le contour donc de ce GDR Solar Fuels. Donc, Solar Fuels qu'on va traduire par carburant solaire. Et donc, je vais essayer de faire fonctionner ça. Et donc, le terme carburant solaire est souvent associé à la notion de photosynthèse artificielle. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et le concept, en fait, de la photosynthèse artificielle ou des carburants solaires est d'essayer de stocker l'énergie solaire dans des liaisons chimiques pour être utilisée sur demande. Alors, de manière un peu plus concrète, on vient de voir longuement, donc depuis le début de la journée, que l'énergie solaire est l'énergie renouvelable ou ressourçable, on va dire, sûrement la plus abondante accessible à la surface de la Terre. Néanmoins, on entend dire et on écoute qu'elle présente certaines limitations. Et donc, parmi les principaux reproches qu'on fait à cette énergie sont son intermittence, le fait qu'elle n'est pas répartie de façon homogène à la surface de la Terre. Et donc, à ceci viennent s'ajouter d'autres considérations sur lesquelles il faut travailler, c'est-à-dire comment capter au mieux donc, les photons, de la manière la plus efficace possible, essayer de stocker cette énergie et pour pouvoir l'utiliser sur demande, on va dire, au moment et à l'endroit où on en aurait besoin. Voilà. Alors, vous savez que l'énergie solaire
en théorie, peut fournir en quelques heures, peut combler le besoin énergétique annuel mondial de la population, des populations sur Terre, mais qu'il faut surmonter certaines limitations. Et on sait très bien que la nature arrive très bien à surmonter certaines de ces limitations. Il est vrai sur des échelles de temps, sur des temporalités qui lui sont propres. Donc, c'est par le biais de la photosynthèse naturelle qui consiste, comme vous le savez bien, voilà, à essayer à convertir donc, des petites molécules abondantes qu'on trouve dans l'hygrosphère ou dans l'atmosphère en utilisant l'énergie solaire, donc de les convertir en molécules d'intérêt pour la vie, en sucre, en carbohydrates, par l'intermédiaire donc de la partie verte de la plante, de la chlorophylle. Alors, il est vrai que ce procédé, on va dire, se fait à des rendements modérés et sur des échelles de temps donc, qui lui sont propres, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, ce qu'on essaye modestement de faire, c'est de nous inspirer donc, de cette photosynthèse naturelle. C'est une notion qui est appelée photosynthèse artificielle. On essaye également donc, de convertir ces petites molécules abondantes en utilisant l'énergie solaire en molécules carbonées d'intérêt pour la vie ou en molécules plateformes qui pourront être utilisées ou également par le biais, on va dire, de vecteurs d'énergie. Voilà. Alors, c'est ce qu'on essaye ce sont des sujets sur lesquels on essaye de travailler, donc dans le cadre du groupement de recherche carburant solaire. Donc, j'ai essayé de vous résumer de manière synthétique le contour, le périmètre scientifique des acteurs académiques qui travaillent dans ces domaines. Donc, bien sûr, l'objectif est de transformer donc, certaines de ces petites molécules abondantes en molécules d'intérêt, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, en utilisant l'énergie solaire, bien évidemment, et en designant par le biais donc, de molécules ou de matériaux qui vont permettre de convertir au mieux ces molécules en utilisant l'énergie solaire. Par exemple, par le design d'absorbeurs de lumière sous forme de molécules ou de semi-conducteurs, en rajoutant des catalyseurs ou des co-catalyseurs par le biais de molécules, de matériaux ou d'enzymes, et en mettant en œuvre, en essayant d'optimiser donc des procédés photo-électrocatalytiques. Alors, bien évidemment, on en est encore dans une phase à un stade assez amont. On essaye d'optimiser ces matériaux, ces dispositifs, en essayant d'avoir une compréhension des phénomènes mis en œuvre pour pouvoir les optimiser, bien évidemment. On est également énormément tributaire donc, de méthodes de caractérisation avancées, in situ, opérando, mais également on fait appel à des outils de simulation, de modélisation. Et donc l'objectif in fine est d'aller vers la conception de prototypes ou de photoréacteurs, voire de photobioréacteurs. Alors concrètement, donc le GDR, donc Solar Fuels, en est dans sa seconde mandature. La première mandature, l'aventure a commencé en 2016. Alors un petit peu par hasard, je dirais, au gré des déplacements, des voyages, des discussions avec des collègues dans des congrès, en arrivant sur le constat suivant, qui était de voir qu'il y avait une masse critique, un nombre important d'acteurs académiques en France travaillant dans ces domaines, essayant de résoudre ces problématiques, mais sous des angles différents et complémentaires. Ce sont des chercheurs qui viennent de communautés différentes, qui sont extrêmement complémentaires. Et donc l'idée était d'utiliser, de mettre à profit cette complémentarité et même de forcer cette complémentarité. Et modestement d'essayer de donner une visibilité donc, à ce réseau académique français, un petit peu à l'image de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays européens, donc, dans lesquels il existe des réseaux assez bien structurés et assez anciens, appelés Solar Fuels. Alors, on a essayé de structurer ce réseau justement sous forme d'approche de communautés complémentaires. Donc, il y a un animateur ou des animateurs pour chaque
axes thématiques. Donc, bien sûr, le cœur, je dirais, de ces GDR, c'est tout de même l'élaboration donc, de matériaux ou de molécules photoactives permettant de réaliser ces transformations. Et on est vraiment épaulé par des notions d'approche théorique, de calcul, de modélisation, de caractérisation avancée. Et in fine, donc on essaye aussi de travailler avec des spécialistes du génie photonique, du génie chimique, pour arriver à l'intégration donc de ces procédés, au couplage de ces procédés. Voilà, donc je vais finir par vous remercier pour votre attention. Et j'avais essayé également de faire, comme l'oratrice précédente, une petite carte géographique pour essayer de visualiser donc, les différents acteurs. Nous sommes actuellement 55 équipes académiques françaises qui adhéront à ce GDR, avec environ 150 PI. Et donc je ne suis pas arrivée, je n'étais pas aussi douée que l'oratrice précédente pour faire cette carte de répartition. Donc, vous allez être obligés de me croire, les différentes équipes sont bien réparties sur l'ensemble du territoire français. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Paul Kleider, je suis chercheur au CNRS. Et comme mes collègues, là, je ne vais pas aujourd'hui vous parler de mes résultats de recherche. Je suis là pour vous parler de FEDPV. Donc, qu'est-ce que c'est que FEDPV? C'est la Fédération de recherche photovoltaïque du CNRS. C'est une entité qui a été créée en 2010, en fait, par 5 laboratoires franciliens. Et en 2023, la fédération regroupe 18 laboratoires qui, comme vous le voyez, là, sont répartis sur l'Hexagone. Alors, c'est souvent des unités qui ont des capacités assez importantes en termes de chercheurs pour le photovoltaïque. Il y a environ entre 200 et 220 personnes qui travaillent au sein de FEDPV dans les différents laboratoires qui sont mentionnés sur cette carte. Alors, bon, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est une fédération, c'est-à-dire le but, c'est de structurer en fait les forces académiques françaises et fédérer la communauté de la recherche autour de l'énergie solaire photovoltaïque. On a eu ce matin des exposés qui montrent qu'il y a un historique en France sur le photovoltaïque qui remonte à assez loin. Pour autant, le constat qu'on a fait il y a encore une vingtaine d'années, c'est que les différents laboratoires travaillaient un petit peu de manière indépendante, et donc cette fédération a vocation à structurer vraiment, à bâtir la maison, quoi. Alors, bon, on a décidé de ne pas vous abreuver de chiffres, donc plutôt de vous montrer quels sont les thèmes de recherche qui sont développés actuellement. Donc vous avez ici une image qui résume un petit peu les recherches qui sont menées au sein des laboratoires de FEDPV. Donc ça peut se lire de différentes manières. Vous avez en fait 4 axes de filières là, qui sont, quand vous suivez les flèches en jaune, qui sont en fait les filières de matériaux qui sont étudiées. Donc ça va du silicium massif ou en couche mince vers des couches minces d'autres types de matériaux, des semi-conducteurs 3,5, voire plus compliqués, tels que les chalcogénures. Vous avez ensuite les couches minces organiques et les perovskites dont Emmanuel Delporte vous a parlé tout à l'heure. Et puis, vous avez des activités très amont avec soit des matériaux émergents, soit des nouveaux concepts. Et puis, vous avez dans la direction perpendiculaire là, les 3 axes transverses qui servent aussi de socle pour les axes de filière. Et dans ces axes transverses, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la théorie et de la modélisation. On trouve des caractérisations, ça a aussi été mentionné par mes collègues précédemment.
On a énormément besoin de caractérisation à différentes échelles et d'outils de diagnostic précis et fiables. Et puis, un autre axe qui concerne la photonique et les nanostructures, qui est d'ailleurs est un des thèmes de recherche de Stéphane Collin, qui était le premier orateur. Et en fait, c'est également un axe transverse parce que le but, c'est d'essayer de mieux absorber les photons du Soleil et donc de rendre les matériaux plus fins, donc d'en consommer moins. Et puis, vous voyez que toutes ces flèches jaunes, là, elles se dirigent vers quelque chose qui s'appelle les cellules tandem. Et ça, c'est vraiment les objets de recherche, non seulement en France, mais partout dans le monde aujourd'hui. C'est d'essayer de coupler les différentes filières pour empiler des matériaux et aller vers des performances en termes de rendement de conversion de l'énergie supérieures à ce que l'on peut avoir avec simplement l'utilisation, par exemple, d'un seul matériau tel que le silicium. Et puis, pour terminer, là, sur la flèche, eh bien, une fois qu'on a des cellules, il faut avoir les modules et puis il faut les mettre en œuvre. Donc, il y a aussi des aspects de recherche sur les modules et les systèmes. Il y a un orateur ce matin qui parlait de l'électronique de puissance. C'est un des ingrédients, effectivement, importants pour la mise en œuvre du photovoltaïque. Voilà, et puis évidemment, tout ça, c'est pour essayer d'avoir des systèmes plus performants, mais aussi d'avoir des systèmes moins coûteux. Alors, je voulais vous donner quelques exemples d'actions aussi sur la fédération FEDPV que je dirige depuis 2020. Il a été décidé aussi d'organiser en fait des journées scientifiques en région. Donc là, cette année, par exemple, on avait deux journées scientifiques organisées en région lyonnaise. Et c'est l'occasion d'aller voir un petit peu sur le terrain régional quels sont les acteurs et quelles sont les activités autour du photovoltaïque. On a également un rôle de soutien à la science ouverte. C'est quelque chose qui est très important pour nous, chercheurs, et pour le CNRS. Et à ce titre, les chercheurs de FEDPV contribuent à des éditions spéciales dans une revue internationale qui s'appelle EPJPV, European Physical Journal Photovoltaics. Et puis, FEDPV contribue à soutenir des manifestations scientifiques. Par exemple, vous avez ici la photo de Becquerel, d'Edmond Becquerel, puisqu'il y avait le 200e anniversaire de sa naissance il n'y a pas très longtemps. Et puis, l'organisation, également le soutien à des organisations scientifiques diverses. Et pour terminer, le FEDPV a été à l'origine de la création des journées du photovoltaïque, les journées nationales du photovoltaïque. C'est en fait des journées que l'on souhaite, dans lesquelles on souhaite vraiment regrouper la communauté nationale. Et ça dure 4 jours, c'est généralement au mois de décembre. On a eu la dernière édition pas plus tard que la semaine dernière. Ça se fait en résidentiel parce que ça nous permet effectivement d'augmenter la cohésion entre les chercheurs. Et on a des sessions de formation, c'est également quelque chose qui nous tient à cœur, il faut former les jeunes. Des sessions scientifiques, évidemment, orales et par affiche, par poster. Mais également, on a à cœur de s'ouvrir vers la société. Et donc, on a des soirées débats pendant les JNPV qui sont des ouvertures aussi bien vers le monde industriel que vers la société. Et donc, ces journées, ces JNPV sont plébiscitées en fait, depuis leur création. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 120 personnes qui participent chaque année, avec une forte proportion de doctorants et de post-doctorants, donc les jeunes. Et en fait, on est là pour ça, c'est pour que les jeunes prennent la relève et continuent à porter haut le flambeau du photovoltaïque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Cagnot et je viens représenter la Fédération de recherche CNRS FEDESOL.
qui est dirigé par Christophe Ménézo, qui a été créé en 2011, d'ailleurs par des gens dans cette salle, Daniel Linco, Daniel Escudier, Monsieur Slaoui aussi, et qui a été supporté notamment par le pôle de compétitivité Derby, dont Monsieur Joffre est ici représentant. Donc cette fédération de recherche sur l'énergie solaire a pour objectif de regrouper les compétences, mutualiser les connaissances et coordonner des recherches multidisciplinaires et complémentaires. C'est un espace d'échange constitué de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants, issus de 33 laboratoires français qui partagent et produisent des connaissances, de nouvelles connaissances. Aussi, des moyens d'essai sont favorisés à l'usage par ce type de fédération, ainsi que des plateformes et des prototypes dans les laboratoires. La fédération, de par son caractère multidisciplinaire, entretient de nombreux liens avec les réseaux thématiques de recherche nationaux et internationaux. Chaque année, nous organisons les GINES, les Journées nationales de l'énergie solaire, de 3 jours, qui réunit environ une centaine de participants. Et puis, chaque année aussi, des journées thématiques d'Axe sont organisées, ainsi que des webinaires donc en distanciel, plus flexibles et plus fréquents. Donc, cette fédération de recherche regroupe 4 axes principaux et un axe transversal. Donc, le premier axe principal, c'est l'axe bâtiment et ville solaire, qui a pour objectif de favoriser l'accessibilité à la ressource en valorisant les espaces urbains pour la production de chaleur et d'électricité. Donc, les problématiques scientifiques sont alors liées à l'intégration de composants solaires sur les bâtiments et de leur déploiement à l'échelle des territoires urbains. Les recherches menées dans l'axe solaire à concentration visent à réduire le rendement et réduire les coûts de ces centrales à haute température qui produisent de la chaleur pour l'industrie, de l'électricité par voie thermodynamique, des carburants de synthèse par voie thermochimique, par pyrolyse ou gazéification. Une des plateformes phares de cet axe, c'est la plateforme du laboratoire Promesse au four solaire d'Odéo, qui a de nombreuses paraboles, dont le four solaire de 1 MW. Les problématiques scientifiques dans cet axe concernent les propriétés des matériaux et leur tenue à haute température, les transferts couplés de chaleur de matière dans les composants et le contrôle et le pilotage de ces centrales. L'axe photoprocédé regroupe donc des équipes multidisciplinaires dont l'objectif est de maîtriser des procédés photoréactifs solaires pour la production de molécules organiques, de biomasse algale, des biocarburants et pour dépolluer l'eau et les effluents. L'originalité de cet axe réside dans sa communauté pluridisciplinaire qui développe des modèles de connaissances multi-échelles. Et elle regroupe aussi 3 plateformes expérimentales, une à Saint-Nazaire, à Algosoulis, une à Clermont-Ferrand, Pavin solaire et une autre dans le laboratoire Promesse à Perpignan. Pour l'axe stockage, il regroupe les recherches sur la gestion de la variabilité de la ressource solaire pour équilibrer la fourniture d'énergie en fonction de la demande. Et donc l'intégration de ces systèmes de stockage sont à réaliser dès la conception. Alors c'est des systèmes de stockage thermique, de chaleur sensible ou latent, par absorption ou adsorption ou thermochimique. Et ils doivent répondre à 3 problématiques. L'une qui est la problématique énergétique, de température opératoire, de densité énergétique, de puissance volumique. L'autre économique, le coût, la durée de vie, la complexité. Et enfin, l'impact environnemental de ce stockage pour sécuriser la production, s'assurer la disponibilité du matériau, sa recyclabilité, de son coût énergétique et de son empreinte carbone. Voilà, il y a aussi un axe transversal en fait, qui évolue au cours du temps, qui regroupe des compétences et des connaissances au niveau de tous les axes principaux. Et donc, ceux qui ont été identifiés et travaillés, c'est principalement la modélisation de la ressource solaire, ainsi que la valorisation de la ressource par des méthodologies d'intégration des différents procédés qui font appel notamment à l'intelligence artificielle. Et ensuite, les analyses de cycle de vie qui sont transversaux à tous
les axes principaux. Voilà. Et donc je voudrais juste vous faire part d'une nouvelle évolution que l'on ressent dans la communauté de chercheurs, notamment à travers l'analyse de cycle de vie. Maintenant, des thématiques telles que les low-tech commencent à arriver en phase de recherche. Et voilà, donc c'est une petite nouveauté. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Je voulais juste d'abord remercier Mohamed, Daniel et toute l'équipe de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de venir à Paris de temps en temps, où j'ai démarré quand même ma carrière photovoltaïque française, après l'Espagne. Donc maintenant, je suis plutôt à l'INES, donc au COA. Et on change un tout petit peu parce que l'INES, c'est un institut de recherche à Chambéry, donc, qui appartient au COA de Grenoble, au LITEN, et à travers le département des technologies solaires. Donc l'INES, aujourd'hui, c'est environ 500 personnes, et avec des équipes de recherche qui s'articulent tout autour de la chaîne de la valeur du photovoltaïque, plutôt dans les axes qui sont à développement technologique plus élevé, dans les sens du TRL, donc du transfert technologique. Et donc on va travailler avec toutes les équipes du CNRS dans tout ce qui est la recherche fondamentale pour essayer de la pousser vers l'industrie et trouver des solutions technologiques proches du marché. Donc ça, c'est un peu les positionnements de l'INES. Et on va couvrir toute la chaîne de la valeur. Donc j'ai beaucoup aimé la présentation de Jean-Paul, qui était plutôt avec des lignes. Nous, on va parler plutôt circulaire. Et parce que c'est aussi un peu l'objectif du photovoltaïque, c'est aussi de rentrer dans une économie circulaire. Donc, du coup, on va développer des matériaux, donc de tout ce qui est la physique de matériaux à niveau de silicium, mais aussi à niveau des nouveaux matériaux qu'on présentait précédemment sur la perovskite. On va les intégrer en cellules, donc toute la partie fabrication de cellules à l'échelle proche de l'industrie, donc avec des équipements qui sont aussi compatibles en général avec des procédés industriels. Et on va pouvoir fabriquer les modules, donc des modules soit standards, mais aussi adaptés à des applications spécifiques. Donc par exemple, des modules adaptés au spatial, adaptés au PV flottant, adaptés aux objets, voilà, en fonction de la souplesse, du poids, etc. On va aussi travailler sur l'intégration architectonique, l'échelle du système, donc on va les intégrer, pouvoir les tester, et des résultats des tests qu'on va faire en indoor, donc en laboratoire, ou aussi en des conditions réelles, on va pouvoir aller à nouveau sur les matériaux et sur la physique du système pour améliorer la physique de matériaux initial. Donc, et tout ça dans des approches qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'approche qu'on appelle éco-design, donc pour l'utilisation des moins de matériaux, la facilité de recyclabilité, par exemple, ou une chaîne de la valeur qui soit aussi, qui impacte moins les ressources naturelles et plus acceptées aussi par la société. Donc, comme tout à l'heure évoqué, donc on a aussi un travail sociétal qui est important. Et en plus, on a toute une filière qui va travailler sur la partie système, intégration réseau, donc sur des aspects aussi stockage, et l'intégration sur l'utilisation de cette énergie dans la mobilité ou dans des applications adaptées. Et donc tout ça dans les sites de l'INES avec différentes équipes et différentes spécialités. Donc, pour vous donner un exemple, donc ça c'est une photo de notre ligne pilote des fabrications de cellules à hétérojonction. Donc aujourd'hui, on travaille sur des cellules à l'échelle réelle, sur les plaquettes industrielles. On va pouvoir démontrer des rendements qui sont des 25%, avec une utilisation des matériaux moindres d'indium, moindres d'argent par exemple. On va essayer de trouver quelles sont les limites du silicium pour accompagner aussi les transferts technologiques vers les industriels européens, français, qui se positionnent sur la partie manufacturing, la partie fabrication des cellules et modules photovoltaïques en Europe.
Et on va aussi développer, et ça on le fait beaucoup avec des laboratoires du CNRS, donc celles que je connaissais déjà et certains que je découvre aujourd'hui, sur la cellule tandem perovskite silicium, et pour essayer d'évaluer aussi si cette technologie a un avenir industriel, donc aller au-delà de juste la recherche des compréhensions, mais essayer de voir s'il y a du sens d'aller vers l'industrialisation et combien de temps ça va prendre. Et on va augmenter la maturité technologique de chaque technologie sur les aspects modules et intégration. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais on fait ça sur d'autres sujets qui concernent aussi la chaîne de la valeur du photovoltaïque. Donc merci pour votre attention. Et je vais vite, mais je suis à votre disposition s'il y a des questions. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour le coup, je vais essayer d'apporter un petit peu d'aspect marin dans tout ça. Donc voilà, pour le coup, je me présente, Grégory Pinon. Moi, je suis professeur à l'université Le Havre Normandie et directeur du GDR CNRS EOL EMR, donc sur l'énergie marine renouvelable. Alors vous allez comprendre pourquoi après. Donc pour le coup, le GDR EOL EMR, c'est un GDR qui porte sur l'ensemble des énergies marines renouvelables. Je cite l'hydrolien, le houlomoteur, l'énergie thermique des mers, le SWAC, Seawater Air Conditioning, plein d'autres choses. Je me rends compte là, juste maintenant, que j'ai oublié le solaire flottant et je vous prie de m'en excuser. Voilà. Ah là là, ouais, mais aussi l'éolien terrestre et surtout l'éolien offshore. Et donc en fait, je vais essayer de focaliser un petit peu sur l'éolien offshore parce que je voulais faire passer un petit message. J'espère que ce sera intéressant pour vous. Et le lien en fait avec mon invitation ici, je pense que c'est, excepté pour l'hydrolien provenant en partie de l'attraction lunaire, toutes ces énergies renouvelables proviennent du rayonnement solaire. J'ai mis via une succession de transformations thermodynamiques. Voilà, j'espère être assez... Voilà. Bien sûr, je ne fais pas de présentation comme tous mes collègues, mais j'ai un site internet sur lequel on présente l'ensemble des laboratoires intervenants. On est à peu près pas loin de 200 chercheurs répartis sur l'ensemble de la France et à peu près un peu plus d'une quarantaine de labos. Voilà. En termes de repositionnement, pourquoi je voulais focaliser sur l'éolien offshore? Parce que c'est un des points vers lequel on transitionne assez fortement au sein du GDR et au niveau des laboratoires français. Je voulais juste vous... Alors, ah voilà, le pointeur il est là. L'éolien en mer, en fait, si on regarde, là j'ai repris des données du Data Lab, donc du ministère, en fait, sur les réalisés en 2019 jusqu'en 2021, et on voit l'éolien en mer, ben, malheureusement 0, 0 et 0. Voilà, c'est quand même assez malheureux. À l'arrondi près, c'est pas faux, mais je suis d'accord, voilà. L'objectif 2023, c'est 2,4 gigawatts, et enfin, un petit peu plus long terme, c'est de 5 à 6 gigawatts. En fait, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin encore. Si on regarde les scénarios ADEME, et tout à l'heure, on a eu une présentation donc, du président de l'ADEME, donc je voulais présenter les deux scénarios ADEME. Bon, bien sûr, le PV, vous le connaissez certainement avec 1x11. L'éolien en mer sur le scénario N1, c'est de l'ordre de 45 gigawatts installés. Alors vous, c'est 1x11. Nous, j'ai mis à peu près 1 fois l'infini, puisque quand on part de 0, si on part de 2021, c'est l'infini. Et moi, j'ai une petite faiblesse pour le scénario M0, où, bon, pour le coup, le solaire PV passerait à 208 gigawatts, 20 fois 21 par rapport à la référence, et nous, donc, ce serait plutôt 62 gigawatts d'éolien d'éolien offshore. Pardon. Et donc, en fait, on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent. Je pense que vous connaissez cette diapo où finalement on regarde qu'à partir des années 1980, quand il y a quelques années en fait, les turbines étaient toutes petites avec des puissances très très faibles de l'ordre de, je crois que c'est du 0,5 mégas, enfin voilà, quelques kilos, voilà. On voit la croissance vers les turbines beaucoup plus grande. On voyait à l'époque du 8 ou 10 gigawatts avec un point d'interrogation. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, les turbines qui sortent sont de l'ordre de 12 mégawatts. Alors j'imagine que ça vous parle en termes de puissance, mais effectivement, quand on raisonne en puissance, c'est toujours un petit peu complexe. Et en fait, aussi pour dire, tout à l'heure, ça a été mentionné sur le côté fabriqué en France, cette éolienne-là, donc, pour ne pas la nommer, l'Ayad X 12 MW, qui est une éolienne, on va dire, General Electric, elle est fabriquée en France, dont les nacelles sont construites en Pays de la Loire et les pales fabriquées à Cherbourg. Il y a aussi l'équivalent de Siemens Gamesa,
qui a ouvert une usine au Havre et qui fabrique aussi des pales et des nacelles. Donc c'est important de noter que c'est quand même au niveau européen et donc mondial 2 usines, enfin 3 usines en l'occurrence, mais 2 majeures. Et voilà. Ce qui est intéressant surtout, c'est que ici c'est mentionné comme ça, mais on parle souvent en puissance, donc 12 mégawatts. Mais ce qui est important de voir, c'est le facteur de charge. Sur ces éoliennes-là, de multi-mégawatts et de grande puissance, on parle des facteurs de charge de l'ordre de 63%. Et donc, là où je voulais en venir, et je pense que c'est assez intéressant, c'est de comparer la production d'une ferme éolienne offshore, celle qu'on est en train de discuter. Là, vous savez peut-être qu'il y a un débat actuel sur la mer en débat pour les futurs parcs éoliens. Et donc, j'ai essayé juste de faire un petit calcul rapide de comparaison de production électrique, enfin d'énergie pour le coup, avec un réacteur nucléaire de l'ordre de EPR, 1,6 gigawatts. Voilà. Un facteur de charge, j'ai pris une moyenne sur les quelques dernières années, 75%. Moyenne, c'est peut-être optimiste et j'en conviens. Voilà. Et donc, en fait, 1,6 gigawatts fois 8760 heures, c'est le nombre d'heures par an, hein, c'est assez facile à calculer. Fois 75%, ça fait, si on passe les arrondis, à peu près 10 TWh. Et donc, c'est là où, en fait, les fermes qui sont actuellement en débat, c'est de l'ordre de 1, voire plutôt 1,5 gigawatts. Néanmoins, pour que la comparaison soit à peu près représentative, j'ai pris un parc de 1,6 gigawatts. Les facteurs de charge annoncés, qui sont de 63%, honnêtement, nous, on les regarde, on les a étudiés, et les retours qu'on a sur l'européen, c'est à peu près ça. Ça s'explique très facilement. C'est de l'ordre de... C'est bon. 63, 60, 63%. On arrive à peu près de l'ordre de 9 TWh. C'est-à-dire que, aussi bien quand moi j'étais petit, l'éolien, c'était ce qu'on nous montrait comme la petit truc qui tourne quand on était sur la plage. Maintenant, c'est quelque chose qui est de l'ordre du comparable à la production nucléaire, enfin du moins d'un réacteur nucléaire. Actuellement, les machines test sont de l'ordre de 15 mégawatts et on développe, notamment dans les labos, de l'ordre de 20 mégawatts la turbine. C'est-à-dire, si on regarde, on divise le 1,5 gigawatts, ça fait à peu près 100 turbines de 15 mégas ou 75 turbines de 15 mégas. C'est-à-dire qu'en termes d'emprise spatiale, ce n'est pas déconnant, ce n'est pas exceptionnellement envahissant. Donc, j'avais promis d'être court, je vais essayer d'être court. Je viens au nom du GDR et Olemer, et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de présenter toutes les technologies, mais s'il y avait un message que je voulais faire passer, c'est celui-là. Vous voyez qu'en fait, pour le coup, au niveau industriel, il y a une énorme croissance, un développement industriel énorme. Et nous, au niveau des activités de recherche, c'est pareil. Il y a plein de... J'allais dire, j'ai mis une hyperactivité, mais voilà, et qui est extrêmement soutenue dans plein de pays européens. En France, on emboîte le pas et assez fortement. Sur les thématiques qui sont les nôtres, il y a surtout la fiabilité des machines, mécanique, électrotechnique, convertisseurs, les chargements fluctuants, parce que vous vous doutez que quand on va en mer, la partie vent, turbulence, la houle, ou même le chargement cyclique sur les pales, mais aussi sur les fondations, et les fondations flottantes à venir assez fortement. Les chargements extrêmes en cas de tempête, impact de vagues. La fabrication des pales, j'ai été visiter dernièrement l'usine Siemens Gamesa au Havre, et c'est vraiment impressionnant avec des pales de l'ordre de 110 mètres. Des pales recyclables. Les nouvelles pales qui sortent sont a priori maintenant toutes possiblement recyclables. Il suffit que le procédé soit utilisé, mais c'est fait. Les procédés de fabrication, les nouvelles génératrices multimégawatts, les fondations posées, flottants, métalliques, béton, ancrage si nécessaire, les sciences humaines et sociales, un point extrêmement important de notre GDR et sur lequel il y a une très grande activité avec la réceptivité sur les projets, les impacts socio-économiques, l'impact visuel et acoustique, l'impact environnemental, bien sûr, avec l'halieutique et les liens avec les pêcheurs, le benthos, la faune et la flore marine, la mégafaune, on va dire globalement les dauphins et autres, l'empreinte carbone, ACV, les matériaux, soutenabilité, et bien sûr le stockage. J'ai entendu parler tout à l'heure de plein de systèmes de stockage, mais notamment les batteries et l'hydrogène. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir apporté un peu de fraîcheur marine.